Gaëtan Karim Harem. On est ici à Charleroi pour l'avant-première de mon premier film qui s'appelle Too Mad in Vegas, qui raconte l'aventure de la première équipe belge de hip-hop à représenter la Belgique au championnat du monde de hip-hop. Voilà, c'est un projet qui est né il y a 1 an parce que j'ai recroisé un ami à moi qui s'appelle David Van Den Plas, qui est leader de la Pro Team et qui avait créé son école de danse, et on s'est croisés et on s'est demandé tiens, qu'est-ce que tu deviens? Et ben, il m'a dit moi j'ai une école de danse. Moi je lui ai dit je travaille dans l'audiovisuel. Ça m'a donné, je l'ai vu super motivé et j'aime les gens motivés, donc j'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait, comment il le faisait, quoi. Et j'ai découvert vraiment une super chouette communauté, très métissée, très dynamique, où les parents comme les petits prennent du plaisir à danser, que ce soit pour devenir professionnel ou que ce soit juste pour se faire du bien. La danse, c'est surtout ça aussi à la base. Et donc j'ai trouvé ça très chouette d'arriver à garder ces deux pôles à l'intérieur d'une même école, parce que c'est pas évident. Et quelques temps après, ils ont gagné le Hip Hop International Belgique, donc qui est la porte ouverte pour les championnats du monde à Las Vegas. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion rêvée de faire un film pour montrer aussi que, oui, c'est pas parce quand on dit qu'on va jouer au championnat du monde de Hip Hop à Las Vegas, tout le monde te dit ouais, t'as de la chance, c'est trop cool, et ainsi de suite. Mais les gens ne voient pas la difficulté qu'il y a derrière. C'est une aventure humaine, c'est difficile de pas s'engueuler, il y a une pression, on demande beaucoup de travail, parce que ça faisait même pas 1 an qu'ils dansaient ensemble, et là ils se retrouvent confrontés aux meilleurs des meilleurs, donc ils ont eu une pression, ils ont dû s'entraîner encore plus dur qu'avant, et donc voilà, c'est un peu toute cette aventure que raconte le film, et on est vraiment très proche d'eux. C'est un peu comme si on était le 7e danseur, ils sont 6, et nous on est tellement proche d'eux que c'est un peu, on transpire avec eux, quoi. Quand ils sont inquiets, on est inquiets. Quand ils sont en forme, on est en forme, et ainsi de suite. Voilà. On a mis 3 mois pour faire la préparation, donc de la documentation, faire des dossiers, rencontrer des gens, trouver des sponsors pour partir là-bas, parce que ça a un coût. On a créé un blog de vidéos, parce que comme on savait qu'il y avait une grosse communauté, puisqu'ils avaient déjà plus ou moins 800 élèves à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui les suivaient, et on s'est dit c'est une chouette manière, en attendant le film, de voir quand même tous les jours une petite vidéo de 2 minutes qui explique un peu l'aventure. Donc, et à la base, on avait misé sur 400 visites par jour, donc pendant 12 jours de tournage, et on a terminé avec 80 000 visites en 12 jours, et maintenant on a dépassé un mois après, on avait dépassé les 160 000, donc il y a vraiment eu déjà un premier engouement. Après, le tournage c'était un challenge pour moi, parce que c'est la première fois que je réalisais et que je filmais en même temps, parce que t'imagines bien que quand on part suivre une équipe au championnat du monde, si on a une équipe de tournage qui est encore plus grosse que l'équipe, eux, ils vont même plus oser s'entraîner tellement ils vont être assaillis. Donc la difficulté était de ne pas être une pression supplémentaire. Et la difficulté suivante, c'est que on est parti à 2. À Las Vegas, un endroit où il y a du bruit partout, qui est gigantesque. Il y a 4000 danseurs dans les couloirs qui sont en train d'écouter leur son, en train de crier, en train de faire yeah, blablabla, enfin, big up tout le monde, machin. Enfin, il y a une énergie et il y a du bruit tout le temps. Et nous, je suis relié par un câble à mon ingénieuse du son. Et on doit se faufiler, et tout en arrivant à se concentrer sur l'objectif et se faire oublier d'eux pour ne pas les gêner. Donc c'était un millier de petits challenges qu'on a réglé étape par étape, quoi. That's about it. Je suis diplômé de l'IAD, donc il y a une école à l'Institut des Arts de Diffusion, qui est une école à Louvain-la-Neuve en Belgique. Après ça, j'ai terminé ça en 2004 ou en 2005, je ne sais plus exactement. J'ai travaillé tout de suite dans un festival qui s'appelle le 5 sur 5, qui est produit par l'Espace Dragon, donc la SBL de Franco Dragon, et on sélectionnait un réalisateur par continent qui venait en Belgique. Et ils avaient 1 mois
pour réaliser un film. À la fin du festival, on monte tous ces documentaires, donc un réalisateur par continent. Et ça a duré 6 ans, et donc ce qui m'a donné la possibilité de travailler comme monteur et en production avec plein de gens des 5 coins du monde, donc des 5 continents, et qui m'ont apporté leur vision du film, parce qu'ils ont tous une manière particulière de filmer. X temps après, je suis retourné au Maroc, voilà, et donc je me suis tellement bien plu au Maroc que j'ai envie d'essayer d'y travailler. Et donc j'ai principalement travaillé avec Fawzi Vision, et donc on a réalisé le projet le plus connu est le clip d'Hamid Bouchnak, Bambara, et qui a très bien marché. Là, comme on vient de dépasser le million de vues, c'était une très chouette occasion pour moi de montrer, comme c'était vraiment ma première réalisation à 100%, parce que dans le travail de réalisation, on travaille toujours sur les projets des autres, mais ici c'est toi qui décides. C'est toi, si le projet est nul, c'est toi qui le prends personnellement aussi. Donc c'était une première pression, et en même temps c'était très chouette. J'ai une équipe merveilleuse, d'ailleurs je les embrasse tous. Après toute cette aventure au Maroc, je suis revenu ici et j'ai démarré le projet Too Mad in Vegas. Bambara. Oh yeah. Bambara. Oh yeah, oh yeah. Bambara ويا نانا بوي حبيت بالوقت رقب. Bambara ويا نانا. Bambara ويا نانا. Bambara ويا نانا بوي حبيت بالوقت رقب. Bambara ويا نانا. Bambara ويا نانا. Bambara مشات السودان جاب خاتم ديناوية. شتاوي البرد عليا والعجاج عمى عينيا. Bambara مشات السودان جاب خاتم ديناوية. Je pense que c'est un pays de contraste. Alors, c'est un pays, on ne peut plus contraster. Il n'y a pas de juste milieu. En Belgique, ici, tout est au milieu. Tout est au milieu. Et comme disait ma grand-mère, au Maroc, il y a le haut, il y a le bas, il y a le courant d'air. Et c'était sa manière à elle de dire qu'effectivement, mais je pense que ça peut-être c'était vrai à une époque, et maintenant ça commence à changer. Mais les gens restent encore avec cette idée que si je nais en bas, je ne vais pas pouvoir avancer, et ainsi de suite. Or, c'est faux, il y a plein de contre-exemples là-dedans. Donc, voilà, je pense que ce qui manque au Maroc, c'est d'avoir confiance sur les postes intermédiaires. J'ai toujours l'impression qu'il y a un architecte, il y a les ouvriers, et il n'y a pas de chef de chantier. Et s'il y a un chef de chantier, c'est pas pour venir surveiller qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. C'est pour t'encourager et te donner des objectifs. Et je pense qu'effectivement, il y a des fois où il faut se forcer. Dieu ne va pas tout mettre sur ta route. Tu as une part de responsabilité. Les souvenirs qui m'ont marqué au Maroc, oui, ça, je pense que j'en ai des milliers, parce que forcément, j'en ai un avec ma grand-mère. Au tout début que je suis revenu, mon but c'était aussi de pouvoir la ramener à Taroudan. Donc elle est née près des montagnes de Taroudan, mais comme elle était très très faible à cause de sa maladie, elle ne savait pas aller en taxi, elle ne savait pas aller en bus, et ainsi de suite. Et donc, comme moi je suis descendu en voiture, je me suis dit c'est le moment, c'est l'instant, c'est l'occasion, on prend la voiture et on y va. Un jour où elle allait bien, on a pris la voiture, on est parti. Et alors on arrive, et X minutes après, il y a la sœur de ma grand-mère qui lui dit « Ouais, il y a eu un décès dans une famille d'un village à côté, et il faut, c'est apparemment des gens qui connaissent, et donc il faudrait qu'on puisse y aller. » Moi j'ai dit « Je vais me proposer comme taxi. » Alors, je te raconte pas, on arrive avec ma tête de pas marocain du tout, on arrive dans un tout petit village, et là t'as toute la famille, tous les gens qui sortent, qui font mais qu'est-ce qui se passe, et je dis en rigolant, faites comme si vous étiez riche, vous avez un chauffeur blanc. et ma grand-mère était vraiment, ça l'a beaucoup fait rire. Ce que je pense de la Belgique aujourd'hui, je pense que on a les mêmes problèmes que le Maroc, sauf que nous on est trop institutionnalisés. Eux, au Maroc, pas assez, et ici, trop.
Et donc, comme dans l'un, comme dans l'autre, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, de proposer et surtout d'être fiers de ce qu'on fait. Le fait d'avoir une double culture, donc d'être belgo-marocain, ça m'offre deux visions du monde totalement différentes, parce que c'est au-delà des cultures, c'est aussi de religions différentes, c'est de manières de voir, c'est des sociétés qui sont très différentes, tout en étant très très proches. Je trouve que les gens sont très très proches. En termes de caractère, en général, il y a un peu chez le Belge ce qu'il y a chez le Marocain. Après, il y a une société qui est différente, mais dans le caractère général, c'est la même chose. J'embrasse Tata Azou, j'embrasse Fatima Omar, j'embrasse ma tante Fatima, mes cousines Hazar, Marwan, j'embrasse Loubna, j'embrasse toute la famille, où que vous soyez à Rabat, dans le sud, tonton Hassan et ainsi de suite. Enfin voilà, je pense à vous souvent et j'espère que vous allez bien et que vous faites aussi de votre mieux. En tout cas, moi, je fais de votre mieux et je reviendrai bientôt.